Ton nom de famille, il se prononce comment exactement? Suti. Suti. Très bien. Il n'y Ouais. a pas d'accent particulier. Il n'y a pas d'accent particulier, Suti. il y a pas d'accent occitan non plus dessus. C'est marrant comme nom. Alors, c'est un nom qui a été... On suppose que c'est un nom d'origine hongroise qui a été francisé à l'immigration il y a beaucoup d'années. Ok, il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps. Marrant. Bah écoute, allons-y. Hein. Allez. Il n'y en a pas deux comme ça au monde. Vibration Occitane. Alors Maxence Suti. Bonjour. Bonjour, DJ, programmateur, cofondateur de la web radio toulousaine Égrégore, ainsi que label. Organisateur d'événements aussi. Bon, je pense que clairement on peut dire que t'es un slasher, quoi. Ouais, c'est le fameux mot à la mode, effectivement. Ouais. Oui, slasher, on peut dire ça. Multitask, quoi. Multitask, on s'arrête jamais. C'est énorme. Bah, mesdames, messieurs et les autres, je vous prie d'accueillir Maxence Suti, a.k.a. Squadra. De son nom de scène. Quelle star. Ouf. Dans Vibration Occitanos. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas trop mal. Je suis très heureux de répondre à tes questions aujourd'hui. En avant. C'est la reprise, hein, donc nouveauté. Il y a des caméras cette fois. Il y a du décor, Ouais. ça filme, c'est incroyable, ouais. C'est un peu foufou, c'est un peu émouvant. On va parler de géographie, de culture, de Ouais. qu'est-ce que c'est que de faire de la culture par ici, dans Oui. nos belles terres. Ouais, Voilà, on va parler de toi, de nous, de la vie finalement. trop bien, À la cool, quoi. parfait. Et donc, ouais, c'est la reprise, donc let's go, quoi. Let's go pour une C'est nouvelle la saison. rentrée, ouais, c'est la rentrée, plein de projets en perspective. Très content d'être sur ton émission qui prend une autre tournure, franchement trop chouette. À ce qui paraît, tu collectionnes les autocollants d'ultra Oui, de club de foot. ouais. C'est une passion qui m'est venue depuis que je fréquente les tribunes du Virage Brice, donc supporter du TFC depuis quelques temps, et c'est un truc qui m'a toujours un peu passionné. La culture du stick, c'est une culture un peu à part entière du supporterisme et de la culture ultra, et ouais, je trouve ça passionnant. C'est un peu comme le trou, vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, quoi. Une fois qu'on se jette dedans, on se confronte à un espèce de truc immense De qui nous monde. dépasse un peu. Et maintenant, effectivement, c'est ma grande passion, c'est partout où je vais. Dès que je me déplace, en fait, je me rends compte que au début, j'y faisais pas forcément attention. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a partout. Et du coup, effectivement, je les collectionne en photo. Est-ce que t'en as aussi, genre matériellement? Ouais, j'en ai quelques-uns matériellement. Ouais, je les échange quand je peux avec d'autres supporters que je croise. C'est excellent. Ouais, c'est cool. Alors j'en ai un, mais je suppose que tu l'as déjà, celui-là. Je l'ai trouvé dans la rue, j'ai pensé à toi. Alors, figurez-vous que celui-là, je ne l'ai pas. Je ne Non. le connaissais pas. Il est particulièrement intéressant parce que c'est pas un stickers officiel, je pense, du groupe Ultra de Toulouse, donc du Virage Brice, des Indians Tolosa. Donc, je pense que c'est ce qu'on appelle un stickers de supporters indépendants des Oh, Indep. waouh. Donc, celui-là, oui, les collectors, je l'avais jamais vu. Je te l'offre. Allez, parfait, trop bien. Je le rajoute à ma collection. On Il est commence super. par un cadeau. Parfait, merci beaucoup. Ben, avec grand Je plaisir. vais pouvoir le garder, celui-là. Alors, c'est une question un peu, comment dire, si tu devais résumer ta vie géographiquement, genre sur une carte un peu rapidement, comment est-ce que tu le ferais? Genre, tu vois, comme un espèce de petit schéma en mode, bon, bah, ça s'est passé là, puis ça s'est passé là, puis voilà. Bon, déjà, j'ai un aveu à faire. Ouais. Je suis pas né ici, et honte à moi, je suis né à Bordeaux. Oh, waouh. Oh là 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 là, là, Aïe. terrible. Non, je suis né à Bordeaux, mais effectivement, ma famille, globalement, vient du côté de ma mère, c'est plutôt côté de Pau. Ok. Donc du côté de Lagos, à Rudy, au jeu, dans ces coins-là. Mhm. Et du côté de mon père, c'est plutôt de Agen. Voilà. Ok. Mais effectivement, et après j'ai vécu à Toulouse, je suis arrivé à Toulouse en 2001. Je suis arrivé en 2001 ou 2002, Commencer le je crois. millénaire. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ancré, Mais par contre, effectivement, je me suis toujours considéré comme toulousain, quoi. En tout Mhm. cas, j'ai toujours vécu ici. Dans ma vie, j'ai eu la chance de voyager un peu, même pour mes études, j'ai eu l'occasion d'habiter dans d'autres villes, notamment à Paris et à Lyon.
Mais il y a toujours ce truc qui me ramène à Toulouse où il y a vraiment le sentiment d'être chez soi, c'est quand je suis à Toulouse, quoi. Ouais, vraiment très attaché à cette ville C'est la maison. Et à la région. Ouais, vraiment. Ok. Mais du coup, s'il y avait comme un décor à ton enfance, genre une toile de fond, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce qui t'a comme marqué dans cette enfance-là ? Genre en mode décor, tu vois, en mode autour de toi. C'est vrai que ça renvoie à tout un tas de choses et je pense que ça renvoie plus globalement à l'imaginaire qu'on se fait, je pense, de l'Occitanie en règle générale. Donc alors c'est tout un tas de choses. Hein. C'est, je dirais, les Pyrénées. C'est parfois des mots qui me reviennent. Maquis, garrigue, parfois. Y a un côté très urbain avec Toulouse, mais la toile de fond un peu générale, c'est aussi la ruralité, le village. Je suis très attaché à cet imaginaire-là, en tout cas. Ça peut être la langue occitane aussi, d'une certaine façon, bien que je la pratique pas et que mes parents ne la pratiquent pas, les grands-parents en tout cas l'ont un petit peu parlé. Mais c'est pas quelque chose qui s'est transmis, mais en tout cas... dans la toile de fond, on entend des souvenirs, des bribes de phrases ou de mots parfois. Et oui, ça renvoie à tout cet imaginaire-là de la montagne, de Toulouse aussi, de la ville, des traditions, des fêtes de village aussi parfois. En tout cas, c'est ça un peu que je garde en tête, qui me ramène toujours à ici, en tout cas, quand j'y pense, quoi. Et si tu devais choisir une BO, genre une bande originale pour cette enfance que tu viens de décrire, ce serait quoi ? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça pourrait être, la BO ? Je pense que ce serait sans doute une chanson de Supertramp, tu vois. Pour moi, c'est un peu le disque qu'il y avait dans la voiture quand on partait en vacances. Ouais. Avec mes parents, et puis ça renvoie toujours à ces trajets entre Toulouse, les Pyrénées, aller voir la famille, que ce soit du côté de un peu partout dans le sud-ouest, quoi. Donc ouais, ça renvoie un peu à ce truc-là, quoi. Ces voyages, ces déplacements. Totalement. Parfait. Je l'imagine totalement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et c'était quoi la place de la radio dans ton enfance ? La place de la radio dans mon enfance, je pense que ce qui m'a vraiment marqué, moi étant enfant, c'est que j'avais un radio-réveil sur ma table de nuit. Et effectivement, mon petit plaisir, c'était d'écouter la radio le soir, au moment de me coucher avec un livre ou une bande dessinée ou quelque chose comme ça. Y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est une émission d'une journaliste canadienne qui s'appelle Laura Leichman, qui avait une émission sur le Move à l'époque qui s'appelait Laura Leichman Project. C'était une des rares journalistes et une des rares émissions à parler musique électronique sur la bande FM, on va dire. Ah, tu kiffais ça déjà il y a longtemps. En fait, j'ai découvert ça un peu par hasard. En allumant ma radio, je suis tombé sur une musique d'A$AP Rocky, un rappeur américain, et je me suis dit, ouais, c'est ouf. J'ai jamais entendu A$AP Rocky sur la bande FM, sur n'importe quelle station française finalement. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter. Et en fait, c'était intéressant parce que cette émission, elle parlait aussi bien de rap que de musique électronique. Et moi, c'était des trucs auxquels j'étais un peu sensible étant adolescent, quoi, on va dire. Trop bien. Et ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, c'est un peu comme ça que je me suis constitué une culture musique électronique. Et tout ça, et chose hyper intéressante, je sais plus, je crois que j'en parlais dans un podcast sur Égrégore. Justement, j'avais été interviewé par des résidents, donc Nakonda et Fidi, justement, qui me parlaient de ça. Et j'ai parlé de Laura Leichman, et en fait, Laura Leichman a vu passer ça, parce que je crois que ça a été mentionné sur les réseaux sociaux. Et je crois que ma mère écoutait l'émission, l'a retrouvée sur Instagram, lui a envoyé un message, lui disant voilà, c'est mon fils est fan de vous. Et en fait, c'est un peu écrit comme ça, et la boucle était bouclée. Oh, wow. Donc c'était ouf, quoi. Ouais, elle continue à cette heure la radio un peu? Alors non, je crois qu'elle a arrêté la radio. Par contre, je crois qu'elle continue sa carrière de journaliste. À un moment, je sais qu'elle écrivait beaucoup sur le Huffington Post. Ouais. Et maintenant, je crois qu'elle travaille pour la radio-télévision suisse.
mais je suis pas sûr. Mais en tout Ok. cas, je sais qu'elle habite en Suisse maintenant. Purée. Et je pense que j'aimerais bien essayer de la rencontrer, ou en tout cas, dans l'idéal, j'aimerais sans doute faire un podcast là-dessus sur Égrégore avec Laura Leichmann. Ce serait bien. La boucle serait bouclée, quoi. C'est énorme. Ouais, ce serait énorme. Ouais. La personne qui t'a lié avec déjà un type de culture de musique, Ouais, et puis en plus exactement. le fait d'en parler à la radio. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Bah, big up. Bah ouais, big up Laura Leichmann Vraiment, pour vraiment. tout ça. C'est dingue. Bah du coup, tu as un peu déjà répondu à cette question, mais j'aimerais bien que tu développes un petit peu. Est-ce que tu te sens chez toi, ou est-ce que tu vis? Et qu'est-ce qui fait que tu te sens chez toi? Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que je me sens chez moi, et j'ai l'impression que c'est vraiment mes racines. Et pour le coup, je pense, pour avoir vécu dans des grandes villes comme Lyon ou Paris, je disais qu'il y a toujours un truc qui me ramène à Toulouse, où je me sens vraiment chez moi. Une envie de partir de là-bas parce qu'il y a quelque chose qui manque, ou c'est... Ouais, il y a quelque chose qui manque, ouais, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais ouais, il y a ce sentiment d'appartenance à la maison, et ça passe par pas mal de choses. Je pense que Toulouse, il y a un côté très chaleureux dans le mode de vie. Je crois qu'il y a un mode de vie qui est à cheval entre le mode de vie à l'espagnol et le mode de vie à l'italienne. Mhm. Je crois qu'il y a vraiment ce truc-là. C'est la moyenne des deux, quoi. Ouais, c'est un peu la moyenne des deux. Et je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a une douceur de vivre, une façon de voir la vie, une façon d'appréhender les choses, et un rythme de vie qui est très tranquille, qui renvoie à quelque chose de pas stressant, de très calme, de très posé. Et c'est vrai que, je sais pas, tu vas à Marseille ou à Paris, c'est pas du tout la même façon de vivre la ville, on va dire. Mhm. Et je trouve que c'est très rapide, très stressant. Et il y a un côté très calme à Toulouse qui me rattache à cette ville, Qui te va bien, quoi. qui me va bien. Et puis, c'est aussi l'endroit où j'ai grandi, donc on y a facilement ses repères et tout ça. Donc forcément, on s'y attache beaucoup. Des couches de souvenirs superposées. Ouais, exactement. Et puis, il y a aussi il y a quand même un confort de vie, je trouve. À Toulouse, où je trouve que pour une grande métropole européenne qu'est Toulouse, il y a une qualité de vie quand même qui est hyper importante, où on n'a pas... Enfin, sans gagner des milliers des cents, on peut encore vivre décemment dans une grande ville, Mhm. chose qui est de plus en plus rare. Clairement. Et qui est Je en train trouve. d'évoluer aussi, Et qui est en train malheureusement, à d'évoluer, Toulouse. Mais... qui évolue, oui, à Toulouse. Ouais. Est-ce qu'on va le garder ça encore longtemps, je sais pas. Mm. Mais en tout cas, oui, c'est un vrai truc. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce qui me rattache ici. Et puis, bien évidemment, la famille, les amis. Ouais, c'est un intermédiaire un petit peu de grande ville. Oui, je trouve. Encore. Et je pense que peut-être la distance avec Paris, enfin sa situation un peu comme ça, middle, au milieu, mais pas tant accessible encore. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un vrai... Enfin, moi, en tant que je suis géographe de formation, et c'est des sujets sur lesquels j'ai pu travailler pendant des études, sur l'accessibilité de la ville et la position de Toulouse vis-à-vis de sa région, même du territoire national, ou même comment est-ce qu'il est implanté en Europe. C'est des vraies questions. Et oui, effectivement, il y a une sorte de village un peu gaulois irréductible au milieu, un truc pas très accessible, mais qui reste quand même une grande ville dynamique et rattachée qui à viennent plein de choses. passer la 3e, non Qui viennent passer la 3e en plus, oui, c'est ça, on quand est même passé dingue. devant Marseille, je crois. Non, Lyon. On est Voilà, passé devant Lyon. c'est ça. Entre Marseille et Lyon. Ouais, donc il y a Paris, Marseille, et après Toulouse, et après Lyon. Et oui, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est quand même une ville qui est quand même... C'est un territoire qui est encore hyper attractif. Que ce soit... Enfin, c'est encore un bassin d'emploi assez important. Et la qualité de vie fait que, effectivement, on attire beaucoup de gens. Et ça, c'est un vrai défi, d'ailleurs, pour l'urbanisme Ouais. à Toulouse, parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais le solde migratoire à Toulouse est quand même hyper important. À vérifier, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est énorme. Je crois que c'est plus de 15 000 habitants par an. Ouais, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. C'est intense. Voilà. Donc ça risque de bouger les prochaines années. T'es géographe de formation. Je suis géographe de formation. Ça, c'est excellent. Géographe de formation. Pourquoi t'as choisi la géographie? Pourquoi? Alors, pour moi, ça paraissait une évidence. En vrai, c'est toujours un peu la fameuse question quand on a 15-16 ans, quand on sort du lycée, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie? C'est très difficile. Moi-même, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais
Mais oui, pour moi, ça paraissait une évidence parce que j'ai toujours aimé ça depuis le plus lointain que je me souvienne. Les cartes, notamment. Les cartes, les atlas, les bouquins de géographie. Toujours très curieux de comment s'organisent les sociétés et les hommes avec un grand H ailleurs. Ah, c'est énorme. Moi, j'adore les cartes aussi, vraiment. J'ai une Ouais, passion. c'est une vraie passion. Il y a vraiment un vrai game de collectionneurs et collectionneuses de cartes. Est-ce que tu as vu celle-là ? Oui, la Mare Nostrum, effectivement. Oui, je l'aime beaucoup, celle-ci. Renversée en plus. Je la trouve magnifique. Carte C'est de une la personne qui fait Méditerranée. des cartes comme ça, plutôt sans frontières, plutôt en renversant les imaginaires. Il y a toute une réflexion de toute façon en ce moment, notamment sur la carte du monde, le planisphère. Ouais, totalement. Si je reviens à ce que j'ai appris en géographie, effectivement, il y a plusieurs courants dans la géographie en tant que science qui justement essayent aussi de bousculer un peu comment est-ce qu'on appréhende le monde, quels sont les critères pour définir des territoires, comment est-ce qu'on les représente aussi, parce que c'est un vrai enjeu aussi de la représentativité des territoires, comment est-ce qu'on les... Outre le fait de comment est-ce qu'on les imagine, mais comment est-ce qu'on les définit, par quoi... Et oui, c'est intéressant et je trouve que cette carte, elle est très pertinente, elle est très sympa. Effectivement, orientée vers l'ouest. Ouais. Ouais, c'est très, très chouette. Puis ce côté-là enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, on a une vision continentale. Donc c'est l'Europe et l'Afrique comme deux choses différentes. Éventuellement, on les voit séparées, quoi. On peut avoir des cartes de l'un ou de l'autre, mais je trouve ça trop beau parce que enfin, moi, ça m'inspire trop cette notion de mer Méditerranée. Je pense qu'il y a vraiment ce que tu as dit. Enfin, l'Occitanie, c'est une moyenne entre l'Espagne et l'Italie. Je pense qu'on est très connectés, en fait, plus que ce qu'on croit à la Méditerranée. Exactement. Quoi. Et effectivement, je pense qu'il y a un vrai enjeu de quand on demande aux gens comment est-ce qu'ils peuvent se définir, qu'est-ce qui les définit, à quoi ils se sentent rattachés, y compris sur le territoire, et comment est-ce qu'ils apprennent leurs espaces. Moi, je pense que, en tout cas dans la représentation que je me fais de moi-même, je me sens aussi extrêmement méditerranéen. Bon, que ce soit par les origines ou comme ça, mais oui, moi je me sens en tout cas très méditerranéen dans ma façon de vivre et dans mon mode de vie finalement. Donc ça, pareil, c'est tout un imaginaire qui passe par plein de choses, mais moi je me sens en tout cas très méditerranéen aussi, avant d'être occitan, je pense. D'accord, ça c'est intéressant. Ouais. Comment tu définirais le Sud ? La notion de Sud, qui est un peu large et abstraite, mais du coup d'autant plus que tu es géographe. Mais ouais, comment est-ce que tu le caractériserais ? Alors je sais pas, alors certains vous diraient que passer Montauban, c'est le Nord. Non, en vrai c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on définirait le Sud ? Très compliqué. En tout cas, moi, dans ce que ça renvoie surtout à un mode de vie. Plus que une définition purement géographique et territoriale. Ouais. Moi, je pense que ça renvoie à un mode de vie, quelque chose où on vit d'une façon plus lente, et où il y a quelque chose de plus chaleureux. Ça peut passer par la bouffe aussi, hein. Franchement, clairement, il y a de ça. Ouais, c'est plus un mode de vie finalement plus cette définition-là, plus qu'une zone géographique. Qu'une zone géographie purement définie. Est-ce que tu aurais peut-être genre un souvenir ou une scène que tu as vue ou que tu as vécue qui serait genre Sceaux Sud ou Sceaux Toulouse aussi, genre. Ça c'est difficile parce qu'il y en a tellement. Genre un truc récent ou un truc. Parce que les frontières sont tellement brouillées maintenant. Ouais, en vrai, moi c'est un peu cette phrase-là, passer Montauban, c'est le Nord, en vrai. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer et que j'ai toujours entendu étant gamin. Et ça, en fait, c'est marrant parce que ce genre de phrase, on peut la décliner à plein d'endroits différents. Bah oui. En vrai, les Marseillais vont vous dire que passer Aix, c'est le Nord, qu'après tous les Toulousains ne sont pas vraiment du Sud, que c'est eux le vrai Sud. Mais en fait, de toute façon, la notion de Sud, on est tous au Sud de quelqu'un. De quelque chose ou de quelqu'un, ou exactement. C'est un truc qui n'a pas vraiment de sens, en fait. Ouais, exactement, ça n'a pas vraiment de sens, mais oui, en vrai, le Sud, pour moi, les frontières du Sud, finalement, telles que moi je les conçois de façon territorialisée, ce serait... C'est un imaginaire qui va, je pense, du Pays Basque jusqu'à Nice, quoi. Même qui déborde un peu jusqu'à Gênes, même sur le
le nord de l'Italie, et puis je pense que passer l'Auvergne, pour moi... Ça commence à faire trop froid. Ouais, il fait trop froid, et puis pour moi, c'est plus le sud, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, cette phrase de « allez, passer là-bas, c'est plus chez nous » et tout, voilà, c'est beau, il y a quelque chose de beau, en fait. Ouais, totalement. Moi, en tout cas, la définition que j'ai du sud, finalement... Alors, il y a tout un tas d'échelles, hein, on pourrait le voir à travers plein d'échelles multiscalaires, hein, mais ça pourrait être effectivement, ça peut être le sud-ouest européen, ça peut être le sud-ouest de façon générale, ça peut être le grand sud, la moitié sud de l'espace hexagonal, mais en tout cas, oui, ça renvoie toujours à cette idée-là. Il y a 1001 sud, finalement. Ouais, c'est ça, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition du sud, quoi. Excellent. Ce serait quoi ton rapport avec la capitale ? On va pas en parler longtemps parce que c'est pas très important, mais est-ce que, voilà, peut-être lié avec cette notion de sud et tout ça, est-ce qu'il y a une façon d'opposer ça ? Est-ce que tu te retrouves quelque part dans la notion de guerre un peu contre la capitale ? Je sais qu'il est pas mal aussi dans la guerre PSG-OM, par exemple. Moi, en tout cas, la façon dont je l'appréhende, en tout cas, c'est plus dans mon quotidien, on va dire, c'est plutôt l'opposition Paris-Capitale qui centralise toutes les activités, y compris la culture. Quand on travaille par exemple dans la musique électronique, comme j'ai pu le faire avec Egrégor, il y a une espèce de vraie défiance de la capitale, où finalement l'essentiel de la musique ou des activités culturelles serait centralisé à Paris et laisserait penser qu'ailleurs, dans l'espace provincial, si je puis dire, même si j'aime pas trop cette définition, il y aurait pas grand-chose. Et en réalité, il y a tout un tas de scènes dans la musique électronique qui sont très importantes à Toulouse, à Marseille, à Lyon. Dans une certaine façon, j'aime pas trop dire ça, mais à Bordeaux. Mais oui, effectivement, en fait, pour moi, il y a une vraie opposition dans la vision de la culture et de se dire que finalement... c'est un peu des ploucs, quoi. Quelque part, il y a encore cette notion-là, il y a encore cet enjeu-là, je pense. Et ça se retrouve vachement dans les revendications culturelles toulousaines, ou même de la région Occitanie, même à Montpellier aussi. J'ai oublié de citer Montpellier, mais effectivement, il y a une vraie effervescence dans la musique électronique à Montpellier. Il y a une espèce d'axe Toulouse, Montpellier, Marseille, autour des cultures électroniques. Où ça se programme facilement, ça se programme les artistes facilement, vont d'une ça ville à échange l'autre. beaucoup d'une ville à l'autre. Alors ça peut passer par les web radios comme Egrégor, Pignata Radio à Montpellier, Eola Radio à Marseille. Il y a tout un tas de solidarité, enfin en tout cas ça communique, quoi, communique et tout ça. Et c'est un vrai enjeu, je trouve, quand ça se déplace à Paris ou quand on a affaire à des gens de Paris. Il y a cette espèce de rivalité dans la culture et dans la musique électronique, je trouve, sur les scènes. Oui, il y a une petite rivalité. Mais il y a une différence aussi peut-être d'approche et de culture. Moi, je sais que ma rencontre avec le milieu des musiques électroniques, je l'ai fait du coup en ruralité, quoi. Je l'ai fait, totalement. Je l'ai fait par chez nous, je l'ai fait en Occitanie, je l'ai fait par exemple par la rave ou ce genre de trucs. Oui. Les rêves qu'on a pu faire dans nos départements ne sont pas possibles à Paris, quoi. Ouais, totalement. Enfin, c'est une approche... moi, je sais que ça m'a... C'était quelque chose, quoi, d'arriver à Paris et d'aller faire la fête là-bas, c'est quand même pas pareil. La musique électronique dans le sud globalement, c'est quelque chose qui est un peu plus marginalisé, que ce soit... pas forcément que dans les pratiques, hein, mais aussi face au regard institutionnel, par exemple. Il y a ce truc où effectivement, c'est pas la même approche, c'est pas la même façon de voir les choses. Et oui, moi je trouve que c'est encore un petit peu marginalisé, ça tend à s'effacer, mais c'est plus facile de parler musique électronique auprès des institutions, auprès des salles de concert, auprès même du public. Les gens sont un peu plus à même de connaître quand les gens sont à Paris, par exemple. Ouais. Ça fait un peu plus partie déjà de la culture... Oui. Presque mainstream, quoi. Enfin, ça fait faire la fête. Il y a plus de boîtes aussi, par exemple. À Toulouse, il n'y a pas énormément de boîtes. Ouais, on n'a pas énormément de clubs. Ça, c'est un vrai souci. Par exemple, à Toulouse, on est la 3e plus grande ville de France et on manque encore d'espace pour écouter la musique électronique. Alors, quand je parle musique électronique, je parle pas forcément des boîtes de nuit généralistes qui vont passer de la dance music très accessible et que tout le monde peut écouter sur les grandes radios. Voilà. Mais quand je parle musique électronique, c'est plutôt, même si j'aime pas trop ce mot, culture underground. Effectivement, on manque encore un peu d'espace là-dessus à Toulouse et c'est encore très, très marginalisé. Et de toute façon, le cœur du sujet, c'est ça. À Toulouse, il nous manque encore des espaces de moyenne capacité qui sont en mesure d'accueillir tout un tas de
de petites associations qui finalement font vivre la culture électronique à Toulouse. Alors cette année, c'est la 9e saison d'Egrégore. Oui, 9 ans Wow. déjà. 9 ans déjà. Le temps passe vite. Ouais. Ressenti pas 9 ans. Ressenti pas 9 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est passé très vite. Et finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, on en a fait des choses et il s'en est passé. Enfin, ça a tellement changé. C'est un projet qui a tellement évolué. Je suis vraiment très heureux de la tournure qu'a pu prendre Egrégore et du virage que ça a pris. Ouais, puis c'est beau, quelque chose qui tient aussi, qui continue de vivre et d'évoluer. Oui. Franchement, ouais, c'est magnifique. Et je crois que moi, là où je suis le plus heureux finalement dans cette chose-là, c'est que on a pu réunir une vraie communauté. Et en tout cas, moi, ce qui me fait tenir sur cette durée-là, parce qu'on est tous bénévoles chez Grégor, en tout cas, ce qui me fait tenir sur ces 9 ans-là, c'est de se dire que il y a des gens sur qui on compte, il y a des gens qui comptent sur nous, et je suis très content d'avoir un média comme Egrégore qui puisse aussi, qui soit là pour promouvoir un peu la scène électronique à Toulouse, et pas que, parce qu'on reçoit pas que des gens de Toulouse. Mais en tout cas, oui, je suis très content d'avoir pu bâtir une communauté de gens et d'avoir pu rassembler pas mal de personnes autour de nous, et moi, en tout cas, c'est ce qui compte pour moi, et je suis très heureux des gens et des partenaires qui nous accompagnent au quotidien sur la radio, sur le label ou dans l'événementiel, quoi. Comment c'est arrivé, Egrégore, dans ta vie un peu? Comment, avec Carnot, il me semble, vous en êtes venu à créer ce petit bébé, quoi? Totalement par hasard. Alors, moi, j'avais déjà eu un projet de radio associative sur la fac du Mirail, à l'époque, il y a quelques années. Je crois que l'association n'existe plus. Mais j'avais monté ça avec des amis à la fac du Mirail. Et puis moi, j'ai arrêté le projet quand je suis rentré en master, je crois. Ça va durer toute ma licence. Et c'est comme ça un peu que j'ai pu faire mes armes sur la radio associative. Et en fait, j'ai rencontré totalement Arnaud par hasard, donc Algorithme pour ceux qui savent. On s'est rencontrés au festival de Rins France. Donc Rins France, c'est une web radio spécialisée musique électronique qui est basée à Paris, qui est en fait finalement l'antenne un peu miroir de la maison mère qui existe à Londres. Donc c'est une web radio spécialisée musique électronique et qui avait un festival à Canet-en-Roussillon, donc pas très loin de Perpignan, donc en terre occitane encore, même catalane, même on peut dire. Tout à fait. Et en fait, ils avaient un festival sur une plage à Canet-en-Roussillon, dans un espèce de club de plage là. Et c'était assez incroyable parce que ça nous permettait de voir des artistes internationaux quand même assez connus dans la musique électronique ici. Et puis Rins fait figure de modèle parce que c'est un peu une référence, je pense, pour tout un tas de web radios spécialisées musique électronique en France. Ça fait figure de modèle et donc du coup, tout naturellement, pour nous, c'était bien de pouvoir aller faire la fête là-bas. C'était l'assurance d'avoir... de la qualité sur la programmation, etc. Et en fait, j'ai rencontré Arnaud totalement par hasard en dansant. Excellent. On dansait, je sais plus, on faisait les cons, je crois, sur la piste de danse. Et puis on s'est mis à discuter, à se recroiser plusieurs fois. Et puis on s'est mis à discuter au bar. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on habitait dans le même quartier. Et puis on s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes musiques, qu'on aimait plus ou moins les mêmes choses, qu'on était liés de près ou de loin à d'autres personnes, avec des potes en commun. On s'est dit « Ah, mais tiens, mais c'est marrant et tout ». Arnaud finit par me lâcher qu'un de ses projets à lui, ce serait de monter une web radio orientée musique électronique. Et moi, tout naturellement, je lui dis « Mais en fait, c'est un peu de là où je viens, c'est un peu ce que j'avais envie de faire ». Ce que me permettait pas la web radio que j'avais montée à la fac du Mirail. Et je me suis dit, wow, c'est trop bien, faut qu'on se retrouve. De toute façon, on habite à côté. Et en fait, on s'est dit, bon, on s'écrira après le festival. Et je pense qu'on a bu un verre ensemble, place de la Trinité. Et je crois qu'en 2 heures, on avait déjà... Le nom, genre? Non, on n'avait pas le nom, mais en tout cas, on avait un peu les contours de ce qu'on voulait faire. C'est fou. En même pas 2 heures, alors qu'on se connaissait pas vraiment. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Donc en fait, on a commencé dans son garage. Arnaud, il travaillait dans l'informatique, donc en fait, on a pu commencer à bidouiller 2-3 trucs, un petit setup, tu vois, et puis voilà. Puis lui m'a dit mais je peux installer des serveurs et tout ça, et pour faire un site et tout ça. Et en fait, ça allait très vite, quoi.
Et puis petit à petit dans la roue, on a des potes qui sont arrivés, et puis c'est comme ça que s'est créé Grégor, quoi. Ça a commencé dans son garage, quoi. C'est assez fou cette rencontre quand même, où vous aviez la même envie pratiquement. C'était une approche vraiment très DIY, quoi, do it yourself, où on apprend, on tâte, on fait des erreurs, on bricole, et petit à petit ça grossit, et puis il y a tout un tas de potes qui nous ont rejoints pour faire de la com, pour créer le site internet. Et puis surtout, on avait besoin d'artistes pour faire vivre cette radio. Et puis petit à petit, ça a pris, quoi. Bah oui. Et ça a dû développer aussi pas mal, voilà, quoi, des gens qui se sont lancés certainement. Totalement, c'est ça. Et puis c'est ça qui a été intéressant parce que moi, cette époque-là, je savais pas mixer. Donc c'est aussi par le biais des Grégor que j'ai appris, qu'on a eu le désir de commencer à mixer, commencer à créer des podcasts, croiser des artistes, d'autres DJ, et c'est comme ça que la sauce a pris, quoi. Donc, c'est trop bien. Ouais, et puis voilà, on a commencé dans le garage d'Arnaud, dans son ancienne coloc, et puis petit à petit, on a réussi à trouver des lieux, et puis on a pu, il y a quelques années, on était au Métronome, donc la salle des musiques actuelles de la municipalité de Toulouse, du côté de Bordeaux-Rouge. Donc là, on a eu notre premier studio, le premier lieu physique, où on pouvait accueillir du public, etc. Et puis maintenant, on est à Nuance Records, voilà, donc du côté du canal, juste après Jean-Jo, pour ceux qui savent. Disquaire, café, studio d'enregistrement. Voilà, alors c'est intéressant parce que Nuance Records, au final, c'est Jérémy Dune qui a créé ce lieu, qui est en fait un studio d'enregistrement donc dans son sous-sol, et au rez-de-chaussée, en fait, il avait un lieu finalement qui servait pas trop. Et du coup, il s'est dit, comment est-ce que je peux faire vivre le rez-de-chaussée? Donc petit à petit, il y a eu Grégor, et puis il y a eu un projet de disquaire, et puis voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est constitué. Donc, studio radio au rez-de-chaussée, disquaire au rez-de-chaussée, puis au sous-sol, le studio d'enregistrement. Et en fait, ça permet de créer une belle émulsion, une belle synergie entre tout ça. Bah oui. Et en fait, c'est ça qui est trop intéressant. Espace de rencontre, voilà, de vie, ça se croise, ça imagine des choses. Et nous, c'est ce qui, outre la dimension d'avoir un studio, ce qui nous tenait à cœur, c'était d'avoir un endroit où effectivement les gens peuvent se croiser. Ouais. Et alors, c'est quoi un petit peu les enjeux de la 9e saison? C'est quoi les nouveautés, vos objectifs, vos envies? Nos envies, en tout cas, et les nouvelles choses, c'était un peu de pérenniser ce qu'on avait, notre modèle de fonctionnement, à savoir une grille des programmes sur l'année, donc qui fonctionne de octobre à juin. Ce qu'on a installé, c'est la vidéo, donc maintenant, les artistes sont filmés pendant leur DJ set. C'est quelque chose qu'on voulait mettre en place, mais on était très hésitants parce qu'on voulait pas. On avait du mal à se dire est-ce qu'on rentre dans ce modèle-là. Mais en fait, on se rend compte que la vidéo, quand les artistes passent, c'est un vrai enjeu de communication, y compris pour Grégor, pour être visibilisé, mais aussi pour visibiliser le travail des artistes. Et en fait, c'est un vrai support de communication maintenant. De voir véritablement ce que fait la personne. Dans la musique électronique, effectivement, il y a ce côté, alors je pense que ça touche tout un tas d'autres domaines artistiques, mais pour être vu, on a besoin d'images maintenant. Et pour être programmé, on a besoin de ces images et de ces supports-là. Et on s'est dit, il faut qu'on les mette en place, quoi. Ouais. Puis finalement, la radio et l'image, je trouve que c'est des modèles qui sont maintenant de plus en plus complémentaires. Et du coup, c'est très intéressant d'avoir... Il n'y a pas que le son, il y a aussi l'image maintenant qui compte. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'ai pas encore vraiment de réponse à la question. Je pense que c'est un peu comme tous les outils, c'est-à-dire il y a des bonnes utilisations et des mauvaises utilisations. Tout dépend ce qu'on en fait. C'est un peu comme l'IA, même si l'IA peut-être c'est encore plus complexe, mais je trouve, moi j'aime bien la vidéo, j'en fais, mais je trouve que c'est beau de réfléchir à comment est-ce que ça peut être bien fait, bien amené, tu vois. Ouais. C'est-à-dire sans détruire, je sais pas, les espaces d'intimité par exemple. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de com, et en fait, je sais qu'il faudrait filmer tout le temps pour pouvoir montrer, j'exagère. Mais du coup, oui, ça pose tout un tas de questions en mode est-ce que vous êtes ok, on casse un truc quand on se met à filmer à un moment aussi, c'est vrai, mais je trouve ça vraiment chouette de se questionner à comment est-ce qu'on peut produire de l'image sans je sais pas,
trop changer le réel de ce qui est en train de se passer, trop Exactement, dénaturer. et puis pas dénaturer l'ambiance, c'est ce qu'on avait envie de proposer. Oui, c'est un vrai sujet de communication, oui, mais effectivement, je me rends compte qu'on peut plus trop échapper à ça maintenant. On peut voir ça de façon un peu antinomique, d'un côté la radio, de l'autre côté la vidéo. Nous, on a fait le choix de les combiner. Vidéo kill the radio stars. Exactement, et ça c'était un peu les discussions que j'avais par exemple avec mes pairs de Pignata Radio qui aussi ont mis la vidéo en place. Est-ce que ça tue quelque chose ? Est-ce qu'on perd pas l'authenticité ? Est-ce que la vidéo finalement ne sert pas que juste à se mettre en valeur soi plutôt que le propos général qui est un DJ set ou une création sonore, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas la réponse à ces questions-là, mais oui, ça se pose. Ouais. Et du coup, tout l'enjeu, c'est finalement de dire aux artistes, si vous en avez besoin, on la propose, et c'est pas une obligation. Et j'ai encore des artistes, et je suis aussi très heureux quand les gens me disent, bah finalement, moi j'ai envie de garder que le côté radio, j'ai pas envie de vidéo, quoi. Ouais, c'est au choix du coup. C'est au choix, du coup, c'est ça qui est chouette. C'est trop bien. Mais bravo pour ça, parce que techniquement, c'est une sacrée mise en place, quoi. Le Oui, live franchement, et tout, je remercie encore Arnaud, Jean et Paul qui nous ont bien aidés et qui ont été vraiment à l'œuvre pour toutes ces installations techniques. Et il y a un double enjeu aussi chez nous sur Égrégore. Là, c'est la question aussi de l'ergonomie, du fait que finalement toutes ces solutions techniques, il faut qu'elles soient le plus simple d'utilisation. Et ça chez Égrégore, c'est quelque chose sur lequel les gens sont très bons. Techniquement parlant, c'est qu'on arrive à mettre en place des outils technologiques qui peuvent être de vraies usines à gaz, et finalement on se retrouve avec des systèmes qui peuvent être faciles d'utilisation au quotidien, parce que en fait quand on accueille des artistes, il faut être en mesure d'aller très vite, il faut que l'installation se passe de la façon la plus simple possible. Donc effectivement voilà, bravo à eux pour tout ce travail et ce boulot-là, et toute cette recherche. Alors écoute, là on va passer un petit peu sur une partie, comment dire, un peu fourre-tout, un peu mélange avec, on va passer du coq à l'âne, avec des questions un petit peu, à la cool. Première question, quel est ton dessin animé préféré ? Ça peut être une série, un film. Ça, c'est hyper dur. Le dessin animé préféré, je pense que le dessin animé, ça renvoie vachement à l'enfance. Moi, il y a tout un tas de références qui se bousculent. Moi, franchement, c'est une question c'est hyper dur. Moi, je dirais, il y a des trucs. Alors, moi, j'aimais beaucoup les Razmoket, par exemple. J'ai beaucoup aimé Foot de rue aussi. Stylé, très stylé. Foot de rue, très très cool. Mais on parlait un peu parce qu'en fait finalement le décor de Foot de rue c'est un peu le sud, c'est un peu ça renvoie un peu à Marseille et tout ça. Et je trouve qu'il y a un côté très sud dans Foot de rue, donc tout en dehors. C'est ça. Puis ça m'a toujours plu les dessins animés qui mettaient qui montraient des bandes de jeunes ou des enfants et qui avaient pour propos un peu la solidarité, le côté être ensemble et tout. Ça m'a grave plu. Donc Razmoket, ça m'a fait kiffer. J'aimais grave Foot de rue. J'aimais bien les Rocket Power aussi. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent, mais ça par contre c'était des gamins qui faisaient des sports extrêmes. Ça c'était trop marrant. Ah ouais, je connais pas. C'était un dessin animé américain. Qu'est-ce qui m'a plu C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est très très bien. Franchement, il y a du Là, choix. c'est les premières références qui me viennent en tête, mais il y en a tout en vrai, il y en a beaucoup d'autres. Ouais, non, mais c'est top. Puis on voit un thème. Ouais. C'est très très bien. Quelle est la musique que tu écoutes en boucle en ce moment ? Je crois que ce serait un artiste qui s'appelle James Kay, qui a fait énormément de sorties sur un label qui s'appelle AD93. C'est un artiste qui mêle énormément de choses. Ça peut être le trip-hop, le rock, la musique électronique un peu expérimentale. C'est un artiste que j'écoute beaucoup et qui est un peu aux antipodes de ce que j'ai l'habitude de faire et d'écouter, ou de l'étiquette un peu qu'on a avec Égrégore, qui est très bass music. Tu vas t'aérer quand tu l'écoutes un peu. C'est pas du tout club et c'est très beau. Je crois que la track s'appelle Scorpio. Et c'est très très beau, c'est un morceau de 7 minutes et c'est vraiment le morceau, je pense, que j'ai écouté sur la dernière année. C'est ce qui revient toujours en tout cas.
Trop bien. Mais c'est hors DJ set et c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de mixer. Et c'est un truc que j'écoute tout le temps. Ouais. Excellent. Ta dernière lecture? Dernière lecture, je dirais qu'il y en a deux. Je crois que c'est... Alors, il y a un bouquin de Michael Correa, qui est un journaliste de Mediapart, qui a énormément travaillé sur les questions de greenwashing et sur les scandales financiers et écologiques. Mais là, c'est un ouvrage qui est tout autre. Michael Correa, c'est un passionné de football. Et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Une histoire populaire du football, et qui renvoie à toute l'histoire du football, de sa création à aujourd'hui. Et ça passe par... le prisme principal, c'est le football, mais c'est le football social. Et en quoi dans sa manière d'être vécu aussi. Voilà, dans sa manière d'être vécu ou d'être créé. Et ça renvoie à tout un tas de questions. Donc le football populaire... Qu'est-ce que c'est que le supporterisme, quels sont les clubs qui sont très rattachés à des programmes sociaux, etc. En quoi est-ce que le football s'est développé en tant que sport populaire. Tout un tas d'enjeux qui peuvent être multiples. Hein. Ça peut être, en gros, ce serait pourquoi est-ce que le football reste un sport de gauche, en gros. Okay. Globalement, c'est ça. La conclusion est un peu là. Ce serait un peu ça, ouais. Mais c'est chouette, c'est vrai que cet angle, parce que c'est quand même une réalité peut-être dans les médias, quoi, de voir le supporterisme comme quelque chose de parfois un peu extrême et violent. Oui, totalement. Je crois qu'il y a énormément de clichés autour du supporterisme en France, et je pense qu'effectivement, ça renvoie à la question du... Il y a toujours un peu ce truc où on mélange ultra et hooliganisme, je pense, alors que ce sont deux choses radicalement opposées, différentes. Mais oui, effectivement, il y a une sorte il y a une mauvaise vision, en tout cas, du supporterisme en France, et qui est remplie encore de clichés. Et même moi, il y a encore pas si longtemps, j'avais des a priori sur qu'est-ce que c'est qu'être un ultra. Et en fait, j'y suis arrivé il y a 3-4 ans. Et avant de rejoindre les Indians Tolosa, j'avais tout un tas de clichés qui me venaient en tête, et en fait, pas du tout. Tu les as bien déconstruits en les rejoignant. Oh oui, c'est une autre facette de ma vie, de mes occupations, de la vie associative et tout ça, mais c'est pas pareil d'être ultra dans le sud-ouest de la France qu'être ultra en Italie, ou qu'être ultra... en Pologne ou en Suède, par exemple. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai déconstruit énormément de clichés en allant supporter le TFC côté ultra, et c'est un monde qui est totalement passionnant, et j'arrive parfois à faire des passerelles entre le supporterisme et la culture ultra, et la culture musique électronique ou la culture musicale. Les ponts se font. Ouais, les ponts se font. Il y a des ponts, il y a des choses qui sont assez similaires, ouais. Ok. Donc c'est assez cool, ouais. Trop bien. Est-ce que tu as un rêve de voyage actuellement ? Sachant que, évidemment, cette question ne prend pas du tout en compte la notion de budget ou d'impact écologique. Si tu avais un rêve de voyage, là... Moi, je dirais le Japon. Ah ouais. Ouais, je sais, c'est un peu cliché. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, et je pense que c'est un rêve pour beaucoup de personnes. Mais en tant que géographe, moi, je trouve que le Japon est un territoire passionnant. Ça a l'air fou, ouais. Ouais, et puis moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que je suis géographe et urbaniste de formation. Et le Japon, franchement, c'est la rencontre de plein de choses. C'est des territoires actuellement, ouf. Et c'est ce qu'elle dit vraiment là, que sur beaucoup, elle le répète, c'est genre ce mix entre tradition et modernisme. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le cliché qu'on entend souvent, mais je pense que c'est quand même globalement vrai. Ouais. Et oui, ça a l'air d'être une culture assez ouf. Et les territoires et les paysages ont l'air vraiment incroyables. Et ouais, je pense que ce serait un peu le voyage d'une vie. Ouais, je te le souhaite. Merci beaucoup, j'espère. Ouais. Après, on va tirer une carte de tarot. Tu vas tirer une carte de tarot. Trop bien. Alors, je connais pas grand-chose au tarot, mais ça a l'air grave chouette. Écoute. Allez, c'est parti. Ceci est ce sont uniquement les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ok, trop bien.
Donc, vraiment, tu choisis celle que tu veux, celle qui te parle. Tu en prends une. Une au hasard, Tu comme peux ça, la retourner de façon... à ce qu'on la voit. De façon à ce qu'on la voit, exactement. Et Allez, au hasard. voilà, tu peux la mettre par là. Je suppose qu'il y a des significations... Oui, évidemment. Après, on va pas... Voilà, j'ai pas non plus la légitimité de connaître bien la signification de toutes les cartes. Donc, c'est vraiment à la cool. Chaque carte a un numéro, ça va de 1 à 21. Ok. Donc là, c'est la carte numéro 1. Ok, d'accord. C'est quand même fort. Bon, voilà, tu as toujours les bouts. C'est comme au tarot quand on le joue, hein, les bouts sont importants. Et de ce que je sais, après, toi, tu me diras ce que ça peut évoquer pour toi, je sais pas, dans ta vie ou aujourd'hui. Voyons voir. De ce que je sais du battleur, c'est que, comme on le voit, c'est un artisan et qui se sert de ses mains. Ok. Et qui donc, au tout début du cycle, donc il pourrait un peu tout faire. C'est-à-dire que cette capacité de faire des choses avec ses mains fait qu'il pourrait partir dans toutes les directions possibles. Ok. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un un peu d'actif et de curieux. Du coup, est-ce que ça te parle ? Actif et curieux, oui, bien sûr. Forcément, je suis quelqu'un de nature très curieux et... Après, je suis pas du tout manuel. D'accord. Mais figurez-vous que je suis en reconversion professionnelle et se pose la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire Avec les mains. plus tard. Et peut-être pourquoi pas, effectivement, ça c'est... Je me tâte effectivement à partir sur des métiers peut-être un peu plus manuels. Alors peut-être est-ce ainsi en tout cas, mais très chouette. Artisan de la vie. Toutes les portes sont ouvertes. Artisan de la vie, ouais, franchement, oui, c'est ça, les portes ouvertes. J'espère que ce sera le cas, ouais. je me le souhaite en tout cas. Que le battleur t'accompagne sur ce chemin. Trop bien. Vers le Japon peut-être. Peut-être vers le Japon, peut-être vers des métiers plus manuels ou que sais-je encore. Trop bien. Ouais, franchement. C'est bon signe pour l'avenir. Ouais, franchement, c'est une carte. Trop bien. Bon présage, stylé. Est-ce qu'il y aurait un truc de l'ancien temps ? Ça peut tout être. Ça peut être très très vieux, genre l'Antiquité, ça peut être le siècle dernier. Ouais. Qui te fascine un peu, que genre t'es un peu triste qu'on fasse plus, ou un truc que t'aimes bien, que tu trouves cool, qu'on faisait avant. En vrai, franchement, c'est difficile à dire parce que pour moi, le passé renvoie à pas mal de choses un peu négatives où je me dis que finalement, maintenant, c'est pas trop mal. Hein. Ok. Bonne question. Non, je dirais que peut-être ce qui, moi, dans le passé, peut-être m'intéresse plus, ou en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Mm-hmm. Je trouve qu'autrefois, il y avait d'autres formes de solidarité, de vivre ensemble. Je trouve qu'il peut-être me manque un peu. Cette permanence de se retrouver. Ouais, voilà. C'est plus récurrent, quoi. C'est Exactement. retrouvailles récurrentes. Et je trouve que on a encore un peu du mal à se retrouver. Alors ça peut être dans plein de choses, hein, mais... on est aussi dans une époque post-Covid, post-réseaux sociaux. Exactement. Et en fait, je trouve qu'on est dans des époques un peu, à l'ère un peu capitaliste, individualiste, où c'est un peu constamment la recherche de performance. Je pense qu'il y a ça. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur dans l'avenir, je vais dire. Et je pense que ce qui est très important, c'est le goût d'être ensemble. Et je pense que peut-être c'est un peu aussi ce qui a un peu drivé peut-être des projets comme Egregor finalement. Ouais, tu m'étonnes, ça y le répond côté bien. de Ouais. se retrouver, de faire les choses ensemble, de se rattacher à des valeurs communes. Et je pense que c'est la solidarité. Et c'est aussi par exemple des choses que je peux retrouver... on parlait de supporterisme par exemple. Pour moi, il se passe un vrai truc quand on est chez les ultras ou dans un virage ultra... c'est ce goût d'être ensemble et de faire corps ensemble, en tout cas. Et je pense que peut-être qu'autrefois, il y avait un peu plus de forme de solidarité, d'être ensemble. Peut-être que, on va dire, la variété des musiques qui pouvaient être écoutées dans les moments d'être ensemble était un peu limitée. Et aussi les gestes qu'on pouvait faire, tu vois, genre la variété des pas de danse, par exemple, était pas folle. Mais au moins, les gens étaient ensemble. Exactement. Ouais. Alors, je me rappelle plus c'est quoi les danses un peu traditionnelles occitanes, je sais qu'il y en a tout un tas. Des cercles circassiens. Globalement, on se tient en rond et on fait des petits pas à droite, des petits pas à gauche, quoi. Ouais. On pourrait faire des parallèles, parce que je crois que les Bretons, oui. les fesses-nozes et tout, c'est un peu pareil. Ah oui, non mais peu. La ronde et tout ça. Oui, ça varie très peu. On peut voyager très loin et globalement, ça reste... Même du côté de l'Auvergne aussi, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Ouais, je sais pas non plus, j'ai pas les termes. Hein, mais...
Ouais, j'ai pas les termes, mais... Labouré. Oui, Labouré, oui, voilà, c'est labouré. ça. C'est l'équipe technique qui nous aide. Exactement, labouré, oui, exactement. Oui, alors effectivement, alors ça renvoie aussi, comme on disait, un peu dans les imaginaires de l'Occitanie, c'est aussi ça, la fête traditionnelle, la fête du village. Ouais, le fait d'être ensemble Ouais. aussi, je pense que c'est... Ouais, mais c'est rigolo parce que bon, ces choses-là bougent un peu, mais bon, au final, se retrouvent quoi. Enfin, il y a une forme de permanence, Oui. comme tu dis, dans Comme on l'aventure dit, Égrégore, c'est ça. Ouais, même la rave. Voilà. quand Ah, on- dans chaque village, il y avait des musiciens, des personnes qui chantaient. Totalement. C'était pas des musiciens professionnels. Non, Ils, bien ils sûr, avaient ouais. totalement un travail à côté. Ouais. Mais voilà, t'en avais toujours Il y en a 3-4. toujours- il y a toujours des ménestrels ou des troubadours dans chaque exactement. village, Et voilà. finalement. Ouais, Et ouais. qui étaient pareil pour jouer toute la nuit pendant que les autres dansaient, quoi. C'est vrai. C'est drôle. Est-ce que tu te sens en adéquation avec ton signe astrologique? Oh là là. Alors figurez-vous que je n'y connais rien du tout en astrologie. Tu connais quand même ton signe astrologique. Oui, bélier. Bon, je suis bélier. Alors, un petit peu. Moi, ma mère me disait toujours que, et je m'y retrouve un peu là-dedans, mais quand j'ai une idée en tête, elle sort pas de ma tête, quoi. Bête-à-corne, on dit. Peu importe combien de temps ça prendra, mais ou de la façon dont ça arrivera, mais en tout cas, généralement, quand j'ai une idée en tête, elle reste très longtemps. Donc peut-être un peu l'idée d'être pas têtu, mais en tout cas de l'espèce de persévérance un peu. Ouais. Donc Force dans l'action, quoi. Un peu. ouais, un petit peu. Alors, des fois, ça peut mettre du temps à démarrer. Mais oui, peut-être que effectivement, je me sens un peu en adéquation avec ça. Mais après, ouais, j'y connais pas grand-chose. Je pourrais pas te dire en détail Non, de mais quoi déjà, c'est bien. il en retourne. Ok. C'est pas totalement étranger, quoi. Genre, pourquoi pas? Un petit ça peu. va. Ouais. Oui, je me sens plutôt raccord avec ça. D'accord. On peut dire, ouais. Ok. Dernière question. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose que tu souhaiterais? Ça peut être tout à fait large, ça peut être pour toi, pour les autres, pour aujourd'hui, un truc tout basique ou un truc plus large. Est-ce que tu pourrais te souhaiter quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais souhaiter aux gens? Ce que je pourrais souhaiter à moi-même, mais aussi aux autres, ce serait d'avoir peut-être une vie la plus paisible et une vie la plus sans stress possible. Voilà, que les gens puissent avoir une vie relativement décente et pas trop parsemée d'embûches. En tout cas, ça, je le souhaite à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ouais, c'est ça que je pourrais souhaiter globalement. Et puis, si je me rapproche de l'actualité, peut-être de libérer Gaza, je pense, ça ce serait bien, dans un premier temps. C'est un beau souhait, ouais. Ouais, je pense que ce serait un bon souhait, ça va faire un peu cliché, mais qu'effectivement les gens puissent vivre en paix le plus décemment possible. Voilà. Ça ce serait bien parce que j'ai l'impression qu'au vu de la tournure que le monde prend, c'est ce que je souhaiterais. Voilà. Ouais. Que les gens puissent vivre le plus dignement et le plus paisiblement possible. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maxence. Merci de m'avoir reçu. C'était très intéressant. On aurait pu parler de plein de choses pendant des heures et des heures, mais c'était bien chouette. Merci pour cette conversation. J'ai Avec grand beaucoup plaisir, apprécié. merci à Très toi. chouette. Ouais, vraiment, c'était un bonheur de te recevoir. Merci beaucoup. Écoutez, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Regardez pour certains. Et puis à la prochaine, sus Vibratio Occitanos. À très vite. À très vite. Il temps de libération, tout canon, il temps de libération, tout canon, l'ocean. Il temps de libération, tout canon, il temps de libération, tout canon, l'ocean.